Cadiz, c'est donc votre histoire aujourd'hui, l'industrie du cinéma russe à la rescousse de l'armée. Oui, alors on savait, Magali, on l'a plusieurs fois évoqué, que la Russie pouvait compter sur le soutien militaire de la Chine, ou encore de l'Iran, de la Corée du Nord, encore tout récemment. Alors, ce qu'on savait moins, c'est que, en fait, la vitrine du cinéma russe, elle aussi, participe, entre guillemets, à l'effort de guerre. Exactement. Vous allez voir cette séquence, justement, qu'il s'agit des films Mosfilm. Et ce n'est pas une parodie, vous allez voir, c'est bien réel. C'est un entretien qui a eu lieu tout récemment entre Vladimir Poutine et le patron de ces studios de cinéma russe. Regardez. Nous avons fourni cette année une aide caritative à hauteur de 8 millions de roubles, dont 6 millions pour les besoins de l'opération militaire spéciale. Par ailleurs, sur l'année 2023, nous avons remis aux forces armées 28 chars T-55, 8 chars PT-76, 6 véhicules de combat d'infanterie et 8 tracteurs que nous avions stockés à la base militaro-technique. Et quand j'ai appris qu'il y avait des besoins, j'ai décidé de contacter le ministère de la Défense et ils ont pris ces véhicules. Voilà nos résultats. Nous sommes fiers de Mosfilm. Merci. Voilà, et c'est à ce point singulier et bien réel que le Kremlin l'a officialisé sur son site internet. Vous allez voir l'homme que vous voyez d'ailleurs avec Vladimir Poutine, qui est à gauche sur l'image. Il s'appelle Karen Chaknazarov. C'est donc le patron du studio Mosfilm. Il a donc fait don, on le voit encore mieux là sur le site de ces studios. C'est le Cinecittà russe. Il a fait donc don au ministère de la Défense de chars et d'équipements militaires utilisés jusqu'ici comme accessoires de cinéma. Il faut bien se rendre compte de la chose. Vous allez voir ce que vous allez voir là, que vous voyez là, sur ce film qui date de 1988. Eh bien, il fait partie de ces chars datant des années 50, début des années 50 même. Le site internet de Mosfilm décrit d'ailleurs sa section équipement militaire. C'est très sérieux sur le site, comprenant des véhicules blindés de transport de troupes, des canons automoteurs. Il est particulièrement précisé que tout l'équipement est, et c'est très important, en état de marche. Il ne s'agit pas des sbroufs, ce ne sont pas des chars en carton-pâte. Dans la séquence, ils sont évoqués les chars T-55. Alors eux, ils datent de 1948, vous allez les voir. Cette famille de chars, vous voyez ici, de T-54, T-55 sont évidemment obsolètes, 1948, par rapport aux normes modernes, avec des vulnérabilités critiques, notamment évidemment au niveau de la protection du blindage. On parle aussi des PT-76, chars légers amphibies soviétiques introduits début des années 50, abandonnés dès 1969, mais alors ce qui est intéressant, c'est que les experts, ils soulignent que la Russie dispose de 3 usines de chars, mais il n'y en a qu'une qui est capable de réparer ce type de véhicule. Par exemple. Mais alors ça veut dire que la Russie, elle en est là à chercher des chars comme ça dans les stocks de cinéma. Effectivement, le constat il est sans appel, Magali. Vous allez voir au niveau des pertes matérielles russes, selon la source, donc Oryx, regardez 17 000 pertes matérielles prouvées, donc ça peut être plus, dont 2863 chars, 5542 véhicules blindés d'infanterie, 999, c'est précis, batteries d'artillerie, 78 avions perdus. La Russie, elle a subi des pertes d'équipements très très élevées depuis le début de cette guerre en Ukraine, en particulier en ce qui concerne les véhicules blindés et l'artillerie, d'où effectivement le déploiement d'équipements beaucoup plus anciens et le recours effectivement à certaines industries qui sont un peu moins orthodoxes. L'industrie du cinéma en l'occurrence. Merci beaucoup Cadiz, c'est assez édifiant. Avant d'aller voir effectivement sur la réalité du terrain qui fait qu'effectivement visiblement la Russie a besoin d'hommes, a besoin de matériel. Catherine, quelle mise en scène ? Cette mise en scène où on publie cette rencontre entre cet homme de studio. On ne parle pas de n'importe quel studio, c'est le plus grand, le plus célèbre, le plus ancien studio de cinéma en Russie, producteur de films comme par exemple Kurassé Potemkin, donc extrêmement connu. Et donc, c'est mise en scène avec le président Vladimir Poutine. Oui, alors je ne suis pas convaincue que ça suffira aux Russes pour gagner la guerre en Ukraine. Ah bon ? Vous pensez ? Je ne suis pas sûre à 100%, mais presque. Mais non, mais ce qui est intéressant, au-delà de l'ironie, c'est que ça veut dire que le message, c'est tout le pays, toute la patrie, toute la Sainte Russie doit participer à cet effort pour... non, pas un effort de guerre, Magali. Un effort pour l'opération militaire spéciale. Donc, c'est... Et d'ailleurs, pardon, mais c'est exactement le patron du studio, c'est exactement ce qu'il a dit. Absolument. Je participe à l'opération spéciale. Voilà. Ce sont les mots. Donc, oui, il ne faut pas se tromper dans le vocabulaire pour Vladimir Poutine, mais c'est vraiment parce que le cinéma...
On sait très bien que durant l'Union soviétique, il y avait une machine de propagande qui était tout à fait exceptionnelle. Il y a évidemment une tradition dans ce champ-là. Et évidemment, c'est aussi dans un but de propagande, hein, justement, de rappeler aux Russes, Vladimir Poutine y fait référence régulièrement, le passé prestigieux, la réussite de la Deuxième Guerre mondiale, la résistance à Stalingrad, etc. Donc c'est les deux à la fois, c'est rappeler la grandeur de la Sainte-Russie et puis dire aux Russes, quel que soit le niveau où vous vous situez, vous pouvez apporter votre pierre à l'édifice de cette guerre. Oui. Alors, est-ce que, général, vous auriez confiance en ce genre de matériel? Alors, quand on le voit, effectivement, ils ne sont pas tout à fait au goût du jour, ils ne sont pas assez blindés, ils ne sont pas assez protégés, mais un char comme celui-ci qui sort d'un studio de cinéma, on peut lui mettre des obus et ça tire? Oui, malheureusement, tous les matériels, c'est la particularité d'ailleurs de la Russie, c'est qu'il n'y a pas d'obsolescence, quoi. On stocke au cas où. Et l'expérience montre que pour les Russes, en tout cas, c'est fort utile. Nous, en France, on a d'ailleurs un défaut là-dessus, c'est qu'on a une obsolescence. On démantèle. Absolument, on démantèle et on démonte, notamment pour des missiles de courte portée, qui serait peut-être bon de remettre dans la course, parce que quand on voit à quel rythme ils sont tirés sur un théâtre d'opération de haute intensité, c'est à mon avis une vraie réflexion. Et moi, là, il ne fait pas bon. Quel que soit le char aujourd'hui, c'est d'être dans un char aujourd'hui sur le théâtre ukrainien. Quand on voit les images spectaculaires, on n'imaginait pas que cette vulnérabilité-là. C'est incroyable, parce qu'il y a 2850 chars qui ont été détruits côté russe, beaucoup aussi côté ukrainien, on a vu ça, et quels que soient les types de matériel. Ça veut dire même que dans l'emploi, il y a des vraies réflexions à conduire, si vous voulez, dans la vulnérabilité de ces matériels. Là où donc tout est bon, c'est-à-dire même 28 chars en plus, même 8 véhicules de combat d'infanterie, même 8 tracteurs. Non, mais comme tout disait Catherine, bon. non, ça sert à rien, c'est exactement ce que dit Catherine. C'est juste de l'image. C'est l'image, c'est le symbole, c'est de rassembler. En fait, quel est le pouvoir du cinéma? Regardez bien, c'est la mobilisation des spectateurs. En fait, on s'aligne, on transfère des idées, et en fait, à mon avis, c'est dans ce sentiment-là qui est transmis par le ralliement, entre guillemets, ou la mise à disposition de certains matériels en disant, écoutez, les services de cinéma de la Grande Russie, de la Sainte Russie, sont au service de votre armée pour cette opération militaire spéciale. Mais quand on voit actuellement ce qui se passe à Koursk, dans la région de Koursk, c'est extrêmement spectaculaire, les difficultés, ce rouleau compresseur qui n'en est pas un, en fait. Même si les Ukrainiens ont... C'est ça qui est paradoxal. Ils ont vraiment quasiment perdu la moitié de leur territoire, les territoires conquis, entre guillemets, en Russie, dans la zone de Koursk. Et parallèlement, il y a une résistance incroyable en ce moment de la part des Ukrainiens, parce qu'il y a la vulnérabilité, parce qu'il y a la Rasputitsa. Ça veut dire que tous les engins blindés sont obligés, en fait, quasiment d'être sur des routes. Donc ça veut dire que ces routes, elles sont minées, et on le voit dans plusieurs de ces images. Et puis évidemment, les Ukrainiens les attendent, si vous voulez, à la fois par des systèmes sol-sol, et puis éventuellement par des drones armés. Alors c'est vrai qu'on disait que l'armée russe est quand même en position de force sur le terrain ukrainien. Elle est sans cesse en train de grignoter du terrain. L'effort, il est conséquent du côté russe. La ligne de front maintenant fait 1000 km si on compte Koursk. C'est énorme ce qui se passe dans le nord, dans l'est, dans le sud de l'Ukraine. Ça veut dire que la Russie, là, elle a besoin de tout le monde. Elle a besoin des soldats nord-coréens. Elle a besoin de ces quelques chars. J'ai bien compris qu'il y avait une question d'image, bien évidemment. Elle a besoin de quelques chars supplémentaires. Oui, pour rebondir à tout ça, en effet, on voit bien que la Russie, c'est pas du tout le rouleau compresseur qu'on avait pu parfois décrire. Néanmoins, c'est pas non plus la Bérésina, c'est-à-dire que les stocks, le vieux matériel, la mobilisation générale du cinéma avec cette espèce d'autoritarisme patriotique que ce pays connaît bien, et quand il faut inventer des histoires ou empêcher des histoires, c'est un pays qui sait très bien le faire encore aujourd'hui, donc on mobilise tout ce qui est possible, et en même temps cette vulnérabilité de ce même matériel qui vieillit, qui est peut-être pas adapté à certaines armes plus contemporaines, capable de repérer, capable de taper avec précision. Moi ce qui me frappe beaucoup dans ce qu'on vient d'entendre aussi, c'est finalement...
on voit bien que Vladimir Poutine, depuis, encore une fois, souvenons-nous, début 23, Zelensky dit c'est l'année de la victoire ukrainienne. Et puis en 23, on finit 23 avec finalement l'Ukraine n'a pas fait la reconquête. On voit qu'en 24, c'est une année, si on fait un peu le bilan là sur 24, c'est une année où la Russie a marqué beaucoup de points. Dans le sens où en fait elle n'a pas beaucoup perdu à part cette histoire de course qui l'a fragilisée, mais elle a même repris un peu des choses. On voit une Ukraine qui patine, donc cette guerre depuis un an est à nouveau très figée et on finit 24 avec, si on se remet sur la fin 22, il y a 2 ans, le discours c'était la contre-attaque ukrainienne pour gagner en 23, ce qui ne s'est pas fait. On finit 24 avec en fait Zelensky qui nous parle un peu de nucléaire à tort ou à raison. La Russie qui est à genoux, mais en même temps son économie n'est pas complètement défaillante. Non. Malgré nos sanctions, ça pose un vrai sujet sur l'efficacité des sanctions. Et en même temps, un pays qui est capable de faire le dos rond, durcir les conditions de vie pour la population. On ne le dit pas suffisamment, je crois, parce qu'il y a toujours un tabou autour de ce qu'on raconte aujourd'hui sur la Russie. Il y a plus de 100 millions de Russes aujourd'hui qui se sont appauvris par cette guerre. Ouais. C'est-à-dire qu'évidemment, tous les Russes ne sont pas derrière le chef et quand vous êtes dans une dictature telle, c'est très compliqué d'être contre le système. Donc c'est facile de le commenter ici en disant les Russes ne se révoltent pas contre le Kremlin. Enfin, c'est plus compliqué. Il y a un appauvrissement de la population russe. Il y a aussi une fatigue en Russie, on le voit, autour de ce conflit comme en Ukraine. Et 3 ans de conflit, c'est colossal. En plus, il y a beaucoup de pertes matérielles, mais c'est pertes humaines. Il y a les pertes de terrain, mais il y a les pertes socio-économiques dans les 2 pays, y compris la Russie, qu'il ne faut pas sous-estimer. Mais dans ce cadre de ce bilan provisoire, je voudrais rajouter toute l'importance de l'Ukraine, parce que l'Ukraine a montré que c'était un bouclier. En fait, aujourd'hui, c'est notre bouclier européen, c'est notre bouclier otanien. L'objectif de l'OTAN, c'est protéger ses populations, protéger ses pays adhérents. Et là, vous avez un bouclier qui est face à la principale menace à laquelle l'OTAN pourrait être confrontée. Et donc, ça mérite tout notre soutien et on a une grosse réflexion à faire, que puisse faire avec ou sans les Américains. Ouais. Le rouleau compresseur russe dont je parlais quand même, parce que là, les efforts sont colossaux quand même. Vladimir Poutine, on voit, jette tous ses efforts dans la bataille avant l'investiture de Trump. Là, ils ont besoin de tout le monde. Ah oui, ils ont besoin de tout le monde et ils ont besoin de tout le matériel parce qu'en plus, il y a les conditions météo qui vont être de plus en plus difficiles dans les jours ou les semaines qui viennent. Donc, effectivement, Vladimir Poutine, au moment où on parle de plus en plus avec Donald Trump de la négociation qui va avoir lieu entre l'Ukraine et la Russie, il veut arriver à cette table des négociations en ayant conquis le plus de terrain possible. Et aujourd'hui, les Russes, d'ailleurs, ont encore annoncé qu'ils avaient conquis un village qui se trouve à 10 km en plus d'une très grande mine de lithium. Exactement. Donc, non seulement ça leur permet de conquérir du terrain, mais aussi de mettre la main sur certaines richesses de l'Ukraine. Donc, effectivement, il va tout faire pour gagner un maximum de terrain.